Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 9. Pour Paris, le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui, je reçois une grande amatrice de voile et pourtant ce n'est pas vraiment le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Mon invité s'est lancé en 2020 dans une autre aventure que la mer, mais tout aussi passionnante, celle de l'entrepreneuriat. Il y a 4 ans, elle lance avec son associé la marque Ipli. Son but, avec l'essor du e-commerce, tenter de nous faire utiliser un peu moins de carton en proposant des colis réutilisables. Une idée made in Le Havre qui plaît forcément dans une époque où l'on cherche tous à un peu moins gaspiller. Mon invité aujourd'hui est Léa Gauve, cofondatrice d'Ipli. Salut Léa. Bonjour. Merci déjà de me recevoir ici, au-dessus des docks. Dans ces beaux locaux, la première chose que je remarque quand j'arrive ici, c'est qu'il y a pas mal de monde. Ça, c'est le signe que c'est une boîte qui marche plutôt bien. Oui, effectivement, on a pris des bureaux qui étaient très grands au début et puis au fur et à mesure, on remplit l'espace et c'est plutôt bon signe. Alors je le disais en intro, Ipli, ce sont des colis donc réutilisables pour le e-commerce, mais plus largement, est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'idée de base, l'idée que tu as eue avec ta cofondatrice à l'époque ? Avec Ipli, on s'attaque aux emballages du e-commerce, ces emballages en carton, ces sachets en plastique dans lesquels on reçoit les commandes qu'on fait en ligne. Et ces cartons, en général, ils sont utilisés 3-4 jours avant de finir dans nos poubelles. Et on a voulu inventer un modèle plus circulaire qui nous permette de sortir ces emballages des poubelles et de faire en sorte qu'ils puissent être réutilisés jusqu'à 100 fois. Donc on travaille avec les e-commerçants et les particuliers pour créer une boucle et faire en sorte que les emballages puissent être utilisés encore et encore. Donc avec les particuliers aussi, tu le disais, moi personnellement, là, je veux... ça m'intéresse, ton produit. Je veux envoyer quelque chose avec Ipli. Comment je fais ? Alors, nos clients, ce sont des e-commerçants. Donc, on travaille à la fois avec des entreprises de mode, des entreprises de cosmétiques ou des marketplaces comme Cdiscount, par exemple. Et c'est eux qui vont commander nos colis et qui vont les proposer en option sur leur site internet. D'accord. Et en tant que particulier, ce qu'on peut faire, c'est choisir d'être livré soit dans un emballage à usage unique, qui finira à la poubelle, soit dans un colis réutilisable. Et dans ce cas-là, quand on reçoit le colis, on peut récupérer le produit qu'on a commandé, plier son colis et le glisser gratuitement dans n'importe quelle boîte aux lettres. Ça marche partout en France et dans 8 pays d'Europe. Et c'est la Poste qui achemine les colis jusqu'à chez nous, au Havre, où les colis sont reconditionnés avant de repartir chez un nouvel e-commerçant. Donc on travaille d'abord avec les e-commerçants, mais c'est un travail main dans la main avec les particuliers qui jouent le jeu du renvoi. À quel moment et dans quel contexte tu t'es dit voilà, on a une idée, elle semble intéressante, on va créer cette boîte? Alors on était en l'été 2019. Moi je venais d'avoir ma fille et je commandais en ligne pour trouver des marques plus responsables, notamment pour elle. Et souvent, je recevais les produits qui étaient made in France avec des matières éco-responsables dans des emballages soit trop grands, soit en plastique. Et je trouvais qu'il y avait un vrai décalage entre le discours de la marque, les engagements qu'avait fait, que j'ai commandé sur le site de cette marque-là, et ce que je recevais physiquement chez moi. Et à ce moment-là, on a commencé à en parler avec mon associée Anne-Sophie. On en a parlé tout de suite à des marques avec qui on a co-conçu le premier produit, le premier concept. Et puis, on a réuni aussi autour de nous une équipe de personnes qui travaillaient à la Poste, chez les transporteurs et chez des logisticiens pour concevoir le meilleur produit et aussi le meilleur service logistique pour faire en sorte que chacun des emballages soit réutilisé. Une fois que vous avez eu cette idée, quelle a été, et que vous avez voulu créer cette boîte, quelles ont été vraiment les premières étapes pour vous lancer ? La première étape, je pense que ça a été d'en parler au plus de personnes autour de nous, déjà pour voir si c'était un constat qui était partagé ou pas,
assez vite, on se rend compte que tout le monde a une anecdote quand on parle du sujet de l'emballage. Alors, soit ça énerve, soit ça crispe, soit les gens ont des trucs et astuces pour éviter le gâchis. Et ensuite, on a été en parler aussi à tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc à la fois les marques, les transporteurs, donc toutes les personnes qui finalement allaient avoir un colis entre les mains. Et on a testé l'idée avec eux. Ensuite, on a testé le produit avec eux. Et puis, ça nous a permis, du coup, quand on a lancé le 1er juillet 2020, d'avoir déjà une bonne vingtaine de clients dès le premier jour. Et souvent, on a même eu des lettres d'engagement avant même d'avoir conçu le produit. Donc, c'était important pour nous de vraiment tester et de co-concevoir ce produit avec toutes les personnes qui allaient utiliser Epley demain. Au-delà de l'aspect écologique, avant, toi, qu'est-ce qui... je vais pas dire t'énerver, mais qu'est-ce qui t'embêtait dans le côté emballage traditionnel ? Alors, le vrai driver, il a vraiment été écologique dans le sens où quand on en parle autour de nous, on sent que les gens, ça les énerve d'avoir à déchirer le colis, d'avoir à le mettre dans les poubelles, ça prend de la place dans les poubelles. C'est des choses qui reviennent souvent. Moi, je pense que c'était vraiment un choc entre le fait de déchirer le carton, de le mettre dans la poubelle et l'actualité. À ce moment-là, on parlait beaucoup des emballages qu'on envoyait avant en Asie pour qu'ils puissent être recyclés là-bas. Dans des îles. Exactement. Les cartons, ils revenaient, nos déchets, ils revenaient par conteneur entier jusqu'au port du Havre, par exemple. Parce que finalement, ils ont fini par dire on n'en veut plus de vos déchets, on ne sait plus les recycler non plus. Ça faisait des sacrés voyages, quoi. Ça faisait des sacrés voyages. C'était pas toujours recyclé. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces déchets-là, dès lors qu'ils sont mélangés, ils finissent brûlés ou ils finissent enfouis. Et donc, c'est vraiment ce moment au-dessus de ma poubelle jaune avec une actualité du recyclage plus générale qui nous a donné envie avec Anne-Sophie de lancer ce projet. Donc, le but, tu l'as dit, gâcher, forcément, un peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais concrètement, est-ce qu'on peut mesurer l'économie de carton qu'on va pouvoir faire en utilisant justement des colis réutilisables ? C'est l'une des premières choses qu'on a faites dès lors qu'on a lancé le projet. C'était dans un premier temps, de vérifier que c'était une vraie bonne idée, cet emballage réutilisable, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours intuitives. On se dit, mais on renvoie le colis, ça fait un trajet en plus, quel est vraiment l'impact de tout ça ? Donc, on a fait faire ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, qui est une étude qui a été faite sur la base de données de l'ADEME par une entreprise extérieure, et qui nous permet de comparer l'impact de l'emballage réutilisable par rapport à des solutions alternatives. Donc, par exemple, on a moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation. Et sur les 100 cycles, c'est moins de 83% d'impact carbone encore par rapport à un carton. Et donc ça, c'est des données qui nous permettent, nous, à la fois d'être sûrs que ce qu'on fait a un vrai impact positif par rapport aux alternatives. Ça nous permet aussi d'expliquer à nos clients et aux particuliers quel est l'impact de leur geste. Je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure avec les e-commerçants chez qui on peut justement choisir votre solution. Est-ce que ça me coûte plus cher de choisir votre solution ? Ça, c'est un vrai combat qu'on mène, c'est de faire en sorte que ça ne coûte pas plus cher pour les particuliers. Donc aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est gratuit. On a vraiment travaillé pour réduire le coût pour les e-commerçants. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, on arrive à avoir un emballage qui, à l'usage, est aussi compétitif qu'un emballage à usage unique. Dans certains cas, quand on est sur des sachets plastiques, sur des marques qui ont des très très gros volumes d'achat, on peut être un peu plus cher. Donc dans ce cas-là, on a des vraies négociations pour faire en sorte que le prix ne soit pas reporté sur le consommateur final. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. On veut que ce soit demain un standard, et pour ça, il faut que ce soit au même prix qu'un emballage à usage unique. Alors on parle de ces colis, mais ils sont là juste à côté de toi, ou en tout cas quelques-uns. Est-ce que tu peux justement nous parler de ces colis ? Je vois déjà qu'il y a plusieurs tailles. Oui, il y a plusieurs tailles, plusieurs formats. Donc on a un format enveloppe et un format boîte qui ressemble un petit peu plus à un carton plus rigide. On a voulu les développer en plusieurs formats pour pouvoir être au plus près du produit et éviter de transporter de l'air, parce que c'est un vrai impact lors du transport. Et ils ont tous une particularité qui est que chacun des petits colis, à l'intérieur, a une pochette qui est attenante au colis.
Si on sort la pochette, on peut plier l'emballage à l'intérieur de la pochette. Et c'est cette pochette, retour, qu'on envoie. qui transforme le colis en lettres, finalement. Ok. Et c'est ça qu'on peut glisser dans la boîte aux lettres. Et c'est préaffranchi. Il y a un timbre il y a un timbre, ça va faire du bruit, mais c'est pas grave. Le plier. Il y a un timbre sur l'enveloppe retour, donc c'est une lettre T. Et ça, c'est préaffranchi, ça fait que c'est gratuit pour le consommateur de le glisser dans la boîte aux lettres. Et donc, tous les colis sont livrés avec cette fameuse enveloppe dedans. Oui, tous les colis sont équipés d'une enveloppe pour le retour. Peu importe le format, ça fonctionne toujours de la même façon. Tu me parlais un peu des clients avec lesquels tu travailles, enfin vous travaillez ici. Est-ce que tu as le droit de les citer ? On a le droit de les citer. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 350 marques dans tous les domaines. Donc, on a des marketplaces comme Cdiscount, on a des marques de mode comme Balzac Paris ou Cézanne. On a des cosmétiques également. On a l'anti moins cher dans l'optique. Donc, vraiment, dans tous les domaines, aujourd'hui, on peut aller du petit informatique à de l'électronique à de la mode. Et vos clients sont essentiellement en France ou à l'étranger ? Aujourd'hui, essentiellement en France. Sur les premières années, on a vraiment voulu d'abord développer le modèle en France. Et puis là, sur l'année 2024, on va faire nos premiers pas à l'étranger. Donc, on a déjà fait des tests, des pilotes avec des entreprises étrangères. Mais en 2024, on va vraiment sortir de nos frontières. Donc, rester en France et continuer à accélérer en France, mais aussi aller lancer le concept à l'étranger. En Europe ou partout dans le monde aussi ? En Europe, on fait étape après étape. Ouais. Donc, cette année, plutôt un focus sur les Pays-Bas, sur la Belgique et sur l'Allemagne. L'enjeu du gaspillage de colis vraiment concerne tout le monde. J'imagine que quand vous avez créé la boîte, vous avez dû démarcher vos clients. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, j'imagine, pour les marques. Est-ce que le chemin inverse, on vient vous chercher aujourd'hui pour travailler avec vous ? Alors, on vient nous chercher encore un peu et on travaille pour ça. On a une équipe vraiment qui s'occupe de créer du contenu et de faire en sorte qu'on soit visible sur les réseaux sociaux avec du contenu de qualité. D'ailleurs, contenu de très grande qualité. Bravo. Qui fait que les marques viennent nous voir et nous considèrent vraiment comme une entreprise à même de les accompagner vers une transition sur le colis réutilisable. Et puis, on est dans un contexte où la réglementation est également assez favorable, puisqu'on a la loi AGEC en France, une réglementation européenne à l'échelle de l'Europe qui impose une part d'emballage réutilisable à toutes les entreprises sur le territoire français et bientôt européenne. Donc ça nous aide aussi à faire connaître le concept. Et puis aussi, les entreprises sont vraiment en recherche active de solutions pour atteindre leurs obligations légales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez moyen, j'imagine, peut-être de connaître le nombre de colis en circulation, ou peut-être le nombre de personnes qui utilisent vos colis aujourd'hui ? Oui, là, sur l'année, on a environ 1,1 million de rotations qui ont été faites avec nos colis. L'objectif sur 2024, c'est de faire x3 sur ce chiffre-là. Donc, notre vrai objectif, c'est qu'à la fin de l'année, il y a 4 millions de personnes qui aient eu un emballage Jipli entre les mains sur 2024. Donc, on parle de millions quand même, c'est énorme. Est-ce que tu estimes que tout ça pour l'instant, est un succès ? Alors, on travaille pour que demain ce soit un succès. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une optique de pas à pas, où au tout début, on était sur des marques plutôt confidentielles, très très engagées. Maintenant, on travaille avec des acteurs grand public. Et ce qu'on voudrait, c'est que demain, sur les sites internet des marques, ce soit vraiment habituel de voir un emballage réutilisable ou un emballage à usage unique, pour que toutes les personnes qui veulent faire ce choix-là puissent le faire. Et c'est ça qui sera un succès pour nous, c'est que systématiquement, on puisse faire le choix. Après, ceux qui veulent le faire, on fera tout pour leur faciliter la vie, pour leur faciliter l'usage et être sûr que derrière, on ait tous le moins d'impact possible. Quand tu regardes un peu dans le rétro, quand tu te souviens des moments où vous vous êtes lancé après 4 ans de vie, quel est le bilan que tu fais de Deeply ? Je pense qu'on ne savait pas exactement dans quoi on se lançait quand on a commencé à travailler sur le projet avec Anne-Sophie. Et le fait de découper ça étape par étape, je pense que ça rend les choses un peu plus faciles à digérer.
Et ce qu'on retient, c'est un vrai changement des mentalités, avec quelque chose qui était au début un truc d'écolo-bobo et qui maintenant commence à intéresser à tous les niveaux et tous les types de marques. Et ça, je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction. Et puis, au-delà de ça, on a fait évoluer les produits, on a fait évoluer les services. Et puis, la dernière dimension quand même qui est importante, c'est l'équipe. Au début, on était 2 sur ce projet-là. Là, on est un peu plus de 15 et on sera 25 à la fin de l'année. Et je pense que ça fait aussi partie de l'aventure et c'est probablement ce qu'on retient de plus marquant. C'est toute l'équipe qu'on a réussi à mobiliser autour du projet et puis tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui utilisent le produit. Je pense que le plus marquant, c'était le jour où quelqu'un nous a écrit, nous a envoyé une photo d'une vraie personne dans la vraie vie qu'on ne connaissait pas, qui a envoyé un colis dans la boîte aux lettres et maintenant on en reçoit vraiment tous les jours. Et c'est ça, c'est de se dire, ok, il y a un nouvel usage qui est en train de rentrer dans la vie des gens, les gens ils adhèrent. Et ça, c'est venu d'une idée sur un bout de papier un jour. Donc ça, c'était assez chouette. Et est-ce qu'il y a 4 ans, quand vous vous êtes lancé, vous imaginiez que vous seriez là 4 ans après ? Oui et non. Vous en aviez envie, mais peut-être pas le penser. Alors, je pense qu'on a toujours eu des ambitions assez fortes. Ouais. Quand on a monté le projet, on a rejoint un réseau d'entrepreneurs et on avait fait un business plan et tout le monde disait, mais c'est très, très ambitieux, votre histoire. Donc les ambitions et le fait que ce soit gros un jour et encore plus gros demain, ça on l'avait vraiment en tête depuis le début. Après, ce que ça représentait concrètement, ça je pense que non. Sur le papier, oui. Dans la vraie vie, avec une équipe, avec tous les challenges qu'on a au quotidien, probablement pas. Tant mieux finalement, je pense qu'on s'en rendait pas vraiment compte. Mais avec le recul, ouais, je pense qu'on avait toujours eu envie de faire quelque chose qui allait changer les usages et donc c'est forcément à l'échelle. Tout à l'heure, je te parlais de succès, alors de l'extérieur, hein, pour moi, c'en est un. Tu m'as donné des chiffres, on voit les beaux locaux dans lesquels vous êtes, on voit votre équipe, voilà, on sent que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Comment toi tu l'expliques, ce succès ? Le fait de toujours parler aux utilisateurs de la solution, donc que ce soit des particuliers, que ce soit des marques, que ce soit des transporteurs, enfin le fait de vraiment réunir un peu tout le monde autour de nous, je pense que ça a fait vraiment la différence par rapport à d'autres acteurs, parce qu'on a toujours testé, itéré et construit un produit et un service qui finalement répondait à des besoins à un instant T et après le faire toujours évoluer pour aller toujours plus loin. Et puis je pense que cette volonté de voir les choses en grand, depuis le début, on avait toujours des ambitions fortes en termes de volume, de nombre d'emballages qui allaient circuler. Ça, c'est une vraie différence aussi, parce que je pense que comme on visait très très loin, dans tous les cas, même si on tapait à 10% de notre objectif, ça restait très gros. Donc, de toujours voir les choses en grand, je pense que là où nos concurrents, la première production, ça devait être entre 100 et 500 emballages, on a sorti 20 000. Donc déjà, le premier pas, il était déjà très gros. Et est-ce que, tu me le disais, hein, vous aviez déjà de l'ambition à la base, mais est-ce que finalement, t'es un peu étonné par l'ampleur que ça prend ? Étonné, je sais pas, ce sera pas forcément honnête parce que vu qu'on travaille pour ça tous les jours, je pense qu'en tout cas, il faut y croire suffisamment pour que ça se réalise quand même, donc on y croit. Donc étonné, je sais pas. Par contre, c'est des petites choses un peu toutes bêtes. Qui parfois étonnent. C'est ces vidéos de gens dans la vraie vie qui réutilisent des colis. C'est quand on regarde les stocks et qu'en fait, effectivement, on parle en centaines de milliers de colis. C'est des choses comme ça où de temps en temps, on a des petites piqûres de rappel. C'est quand même gros. Quand on va dans l'entrepôt et que ça prend la place, l'espace jusqu'au plafond, et c'est des grands plafonds dans les entrepôts. C'est des petites choses comme ça, en fait, un peu plus concrètes, parce que les chiffres sur des business plans ou des chiffres... ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Par contre, c'est ces petites choses qui, de temps en temps, nous rappellent que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Ce qui prouve aussi que ça prend de l'ampleur, alors je pense que tu as une bonne équipe d'RP ici, parce que tu as été invité un peu partout. Tu as fait Europe 1, France Inter, Ouest France, le Courrier Picard et même une intervention sur BFM à 6h du matin. D'ailleurs, tu avais l'air bien réveillé. Oui. Pour 6h du matin, c'est assez rare. Il y a M6, il y a pas longtemps. Il y a un emballement médiatique un peu. C'est vrai que là, tu le disais, le sujet concerne tout le monde. Est-ce que toi, cet emballement médiatique et l'intérêt des médias que vous recevez t'étonne ?
Là encore, on travaille pour. Ouais. Du coup, est-ce que ça m'étonne ? Je sais pas. Je pense que rationnellement, on a la chance d'avoir un projet qui est assez facile à comprendre. Les gens qui font, qui ont des entreprises dans l'intelligence artificielle, des choses assez compliquées, c'est peut-être un peu plus dur de toucher le grand public de façon très large. C'est vrai que nous, on fait quelque chose de tout bête, c'est un emballage. Mais c'est un emballage spécial parce qu'on peut le retourner à l'envoyeur. Et je pense que c'est ça qui marche. C'est extrêmement simple à comprendre. Et en parallèle, pour nous, c'est extrêmement important parce que nos clients sont des marques, mais les gens qui vont faire que le concept fonctionne, c'est les particuliers. C'est les particuliers qui se disent « Ok, j'ai compris ce que c'était, j'ai compris l'impact. Et moi, en tant que personne, je peux vraiment avoir un pouvoir supplémentaire qui est celui de renvoyer mon emballage pour qu'il ne finisse pas à la poubelle. » Et ça, je pense que c'est vraiment, nous déjà, ce qui nous a motivés au début, c'était juste ça. C'était d'avoir un moyen d'agir en tant que personne. Et c'est pour ça qu'on a lancé la boîte. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche sur les plateaux télé ou à la radio. C'est simplement que c'est extrêmement simple. On a quelque chose de très complet et concret, et en même temps, ça touche tout le monde parce qu'on peut tous faire ce geste-là. Et en plus, tu l'expliques plutôt bien. Donc ça va, c'est assez compréhensible. Et est-ce que tu penses aussi que les marques avec lesquelles vous travaillez réussissent aussi ce travail d'accompagnement pour qu'on puisse comprendre en tant que particulier le concept? Oui, ça c'est extrêmement important. Donc on leur livre des kits de communication avec des phrases toutes faites qui permettent d'expliquer simplement le concept. On se rend compte que nous, on a fait beaucoup de tests pour tester l'utilisation de telle phrase ou telle autre avec une vraie mesure de l'impact derrière sur la compréhension, sur l'adoption, sur le taux de retour. On essaye parce que c'est pas si simple parce que quand on utilise les mots emballage réutilisable, on a vraiment, et il suffit d'aller dans la rue pour s'en rendre compte, on a fait des tests comme ça. Et quand on dit emballage réutilisable, on a vraiment tous les types de réactions. Par exemple, ça va être tout moche, je veux pas d'un truc tout moche. Ou alors, est-ce que c'est propre ? Parce que réutilisable, ok, mais en période Covid, comment ça marche ? C'est des choses comme ça. Où on a vous les vraiment... nettoyez ? Voilà, c'est ça aussi. Mais c'est des choses comme ça. En fait, on s'est rendu compte, par exemple, en montrant une photo de l'emballage, ça rassurait. On a un meilleur taux de prise parce que les gens se disent « Ok, je vais recevoir ma commande dans cet emballage. » C'est une expérience qui va être sympa. Donc, c'est des petites choses comme ça sur le wording, de mettre en avant l'impact environnemental avec des chiffres clairs. Ça, c'est extrêmement important pour nous, à la fois pour que les gens comprennent l'impact et en même temps, on est quand même sur un sujet où on ne veut surtout pas être attaqué de greenwashing. On en parlait tout à l'heure, mais on a des études qui sont faites par des cabinets extérieurs sur ces sujets-là avec des chiffres clairs. Donc, on s'assure de bien mettre les chiffres clés pour que les gens comprennent de quoi il est question, quel est l'impact et aussi qu'est-ce qui est attendu d'eux. Donc, par exemple, le fait de renvoyer dans une boîte aux lettres, bien expliquer clairement ce qui est attendu. Donc ça, c'est du wording qu'on fournit vraiment aux marques. On fournit les photos, on fournit les images. Et en parallèle, on a même développé donc, des plugins sur certains sites Internet. On peut, en quelques clics, installer l'option e-pli et pour que ce soit affiché extrêmement clairement avec le bon visuel, pour qu'on soit sûr que toutes les personnes qui veulent faire ce choix de choisir un emballage réutilisable puissent le faire parce qu'ils auront accès à l'information, qu'ils auront compris, qu'il y a un petit pop-up qui leur explique ce que c'est s'ils choisissent d'avoir plus d'informations sur le sujet. Tu leur mâches le travail, en fait. Comme ça, les entreprises n'ont plus rien à faire. Mais il faut, en tout cas, on leur facilite vraiment la vie et puis on s'assure que c'est bien fait. Puisque ça reste important pour nous que la personne voit l'option, mais aussi comprenne ce qui est attendu d'elle, parce que pour nous, c'est important que les gens choisissent de recevoir leur commande dans un emballage réutilisable, mais surtout le réutilisent, donc soit en le renvoyant dans la boîte aux lettres, soit en le réutilisant pour envoyer des colis à des proches, par exemple, mais en tout cas que le colis soit réutilisé le plus rapidement possible. Léa, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Je voulais qu'on parle un petit peu d'Anne-Sophie. Qui t'as créé donc e-pli. Au-delà d'être une histoire d'entreprise, c'est aussi une histoire d'amitié. Voilà, comment vous vous êtes rencontrés avec Anne-Sophie et comment vous avez décidé de travailler ensemble. Alors, on s'est rencontrés dans un espace de coworking Goaf qui s'appelle La Une. Elle travaillait pour une entreprise qui s'appelle Carlsberg, où elle s'occupait des achats et de la supply chain. La bière. Dans la bière. Très bien. Moi, je travaillais dans une entreprise autour du big data. Et on travaillait tout simplement côte à côte, les deux bureaux à côté. Je pense que comme des petits vieilles, on s'asseyait tous les jours au même endroit. Et on a les repères. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, quand j'ai eu cette idée-là, j'étais assez claire dans ma tête sur la façon dont on allait pouvoir vendre le concept, comment on allait pouvoir innover. C'était ma formation d'origine, donc comment on allait pouvoir lancer le concept, comment on allait pouvoir le tester, le développer,
Par contre, produire un produit physique, vraiment un emballage, alors ça, j'avais aucune idée de la façon dont on s'y prenait. Il se trouve qu'Anne-Sophie était, elle, plutôt experte sur le sujet. Donc, comment trouver les bons fournisseurs, comment trouver les bons designers industriels. Et en fait, on a commencé à phosphorer autour de l'idée. Et on ne sait pas exactement comment on s'est associés. C'est juste qu'un jour ou l'autre, un jour, on s'est retrouvés, on s'est dit, mais en fait, on bosse déjà ensemble depuis un mois sur le projet, on va s'associer, on va le lancer. Donc, il n'y a pas vraiment de... On ne sait pas trop d'où ça vient. On travaillait ensemble sans s'en rendre compte, je pense. Deux profils complémentaires. Et qu'est-ce qui a matché entre vous ? Vous avez vite compris que effectivement, il y avait une idée, il y avait un truc à faire toutes les deux ? Oui, je pense que la complémentarité des compétences était très, très claire. La complémentarité des caractères, ça, 4 ans après, c'est assez clair aussi. Ok, c'est intéressant ça. C'est plutôt un coup de chance. Et puis ce qu'on a fait, quand on s'est dit, OK, est-ce qu'on lance vraiment ce projet-là ? Est-ce qu'on quitte nos jobs pour lancer vraiment ce concept-là ? On a été prendre un café et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui fait que on est certaine d'être aligné sur ce qui nous tient vraiment à cœur dans ce projet-là ? En fait, on savait que le projet allait évoluer parce qu'on avait vraiment juste un embryon d'idée. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'on ne se trompe pas de chemin et qu'on est toujours aligné ? Et pour nous, donc, c'était nos 3 étoiles polaires. Quand on levait la tête, il y avait 3 choses qui devaient nous guider. Le premier, c'était l'impact sur l'homme et la planète. Le deuxième, c'était la pérennité. On avait toutes les deux envie de faire vraiment quelque chose plutôt sur le long terme. Donc, pas un coup d'épée dans l'eau avec un coup de marketing sur une idée un peu one-shot, mais vraiment quelque chose, un business model qui, oui, soit positif pour la planète, mais aussi une vraie existence business. Donc, on voulait vraiment créer une entreprise qui puisse durer sur le long terme. Et puis, la dernière dimension, c'était la transparence. De se dire, et ça, on y est vraiment très attaché, que lorsqu'on fait des choix, on doit pouvoir en parler librement. Parce que si on sent le besoin à un moment ou à un autre de cacher un choix, c'est que c'est pas le bon. Et donc, du coup, la transparence. C'est les 3 étoiles polaires. Ouais, l'aventure entrepreneuriale est quelque chose de risqué, forcément. Surtout que vous aviez deux travails respectifs que vous vous êtes lancés dans cette aventure. Tu parlais des 3 étoiles polaires qui sont des cases à cocher pour se lancer. Est-ce que personnellement, est-ce que professionnellement, il y a eu d'autres cases à cocher ? Je parle pour toi, bien sûr, avant de te lancer vraiment dans cette aventure. Pas consciemment, je pense. Alors, avec Anne-Sophie, on avait vraiment on vient pas du tout du même environnement. Autant moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, je pense. Ça a vraiment toujours été en moi. Anne-Sophie, pas du tout. Mais finalement, je pense que ce qu'on a vécu avant, nos expériences professionnelles, toutes les deux, on a travaillé un peu plus de 10 ans chacune dans d'autres domaines. Ça nous a vraiment aidé depuis le début d'Ipli. Après, je pense qu'on s'est lancé sans vraiment rationaliser les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à travailler sur le projet, on s'est dit, OK, il y a un intérêt de la part des marques, OK, il y a une faisabilité, OK, il y a un sens environnemental. Et en fait, on a envie d'y aller, donc on y va. Et puis après, une fois qu'on est dedans, après, il faut tout faire pour que ça marche. Mais... Alors forcément, si je m'intéresse à vous, c'est que vous êtes au Havre. C'est un peu le but de ce podcast, une entreprise 100% havraise. Toi, tu es havraise. Anne-Sophie aussi. Oui. C'était donc, ça tombait donc sous le sens que vous vous installiez ici. Oui, ça fait vraiment partie du projet. Anne-Sophie et moi, si on s'est rencontrés dans un espace de coworking, c'est qu'en fait, on travaillait toutes les deux pour des entreprises qui n'étaient pas basées au Havre. Donc, ça veut dire beaucoup de déplacements, beaucoup de temps dans le train ou sur la route. Et on avait vraiment envie que cette entreprise, elle soit basée au Havre. Enfin, ça n'a pas du tout été un sujet de discussion, c'était assez évident. Et maintenant que l'équipe grandit, on a une partie de l'équipe qui est basée au Havre ici, et une partie, par contre, qui est basée un peu partout en France et demain partout en Europe. On n'a pas de critères géographiques au moment du recrutement. Donc, les personnes peuvent travailler d'où elles veulent, à la fois au moment où on les recrute, mais aussi après, dans le temps. Là, si on a quelqu'un dans l'équipe qui nous dit qu'il part à Marseille ou au Portugal, aucun souci. Sans aucun problème, ça fait partie du mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, à vrai, oui, mais assez flexible. On est assez ouvert. Alors, au-delà du fait que vous êtes havraise et que vous êtes installé ici, est-ce que le Havre, est-ce que cette ville a quelque chose d'intéressant dans votre écosystème ? Oui, je pense que le fait qu'on soit au Havre, ça nous a permis d'aller relativement vite au début, notamment sur l'aspect logistique.
Donc tous les colis au début revenaient dans nos premiers bureaux et on les a nettoyés à la main, mais assez vite. Il a quand même fallu délayer cette partie-là. Et on a trouvé au Havre des partenaires en logistique, donc à la fois pour la partie nettoyage, mais aussi pour la partie expédition à nos clients, des partenaires de super qualité, puisqu'au Havre, on a quand même pas mal de choix côté logistique. Donc ça nous a permis d'aller très vite. Et puis le fait d'être en région, alors c'est Le Havre, mais je pense que c'est vrai un peu partout ailleurs, en tout cas par opposition à Paris, c'est qu'on a pu avoir un environnement assez favorable, notamment dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'à Paris, il y a des centaines de milliers d'entreprises qui se créent tous les jours. Nous, c'est vrai qu'on avait une idée un peu innovante sur un territoire où il y a quelques startups et de plus en plus, mais pas tant que ça. Et je pense que ça nous a quand même aidé à la fois de trouver les bons partenaires bancaires, les bons entrepreneurs pour nous accompagner. Et puis, même plus largement, on parlait des médias tout à l'heure, mais c'était assez facile au début d'être présent dans les médias locaux. Et on sait que ça nous a mis le pied à l'étrier, donc c'était plutôt une opportunité pour nous. Tu parlais tout à l'heure des partenaires avec qui vous travaillez, des partenaires forcément locaux. Ça aussi, ça fait partie de vos envies de travailler avec des gens qui sont ici, avec des entreprises qui sont ici au Havre. Oui, on a depuis le début vraiment essayé de travailler au plus local. Donc le partenaire de reconditionnement était à 100 mètres de nos bureaux. Là, on a dû déménager, mais pour des raisons pratiques, il n'y a plus de place dans les anciens bureaux. Mais en tout cas, on a vraiment essayé de le faire de façon très proche, à la fois pour un sujet social. C'était important aussi pour nous de pouvoir créer nos emplois ici. Et pouvoir créer d'autres emplois ici, parce qu'on est quand même beaucoup dans nos amis, dans nos connaissances, à en fait avoir dû, comme nous, partir sur Paris pour travailler après les études. Je sais de quoi tu parles. Voilà. Et il y en a beaucoup, et dans l'équipe d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont d'anciens Havrais, qui sont partis à Paris et qui finalement sont revenus au Havre, notamment pour Ipli. Et donc c'était aussi intéressant pour nous de se dire, en fait, on peut aussi créer de l'emploi, donc à la fois en interne et chez nos partenaires. Tu le disais tout à l'heure, la question d'aller s'installer ailleurs n'a pas du tout été mise sur la table. C'était forcément ici. Est-ce que, à ton avis, le Havre est un bon spot pour l'entrepreneuriat ? Moi, je suis assez convaincue que oui. On a de plus en plus maintenant de jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant j'ai telle idée de boîte, est-ce que je le monte ici ou est-ce que je pars à Paris ? Et j'ai l'impression que cette question-là, elle a de moins en moins de sens. À la fois parce que déjà, je pense que vraiment ici, on a tout pour réussir. Enfin, il y a un environnement super favorable. Nous, on a rencontré plein d'entrepreneurs qui nous ont beaucoup aidés. Les gens ont du temps aussi, en tout cas, prennent le temps sur des projets qui leur parlent. D'accompagner de jeunes entrepreneurs. Tout l'écosystème de financement au Havre est de plus en plus riche aussi. Et puis, on fait quand même maintenant tout beaucoup à distance. Et puis, Paris, c'est quand même pas très, très loin. Donc, lorsqu'il y a besoin quand même de se déplacer, on peut le faire. En tout cas, moi, je pense qu'au Havre, on a tout ce qu'il faut pour bien se lancer et même pour grossir. Parce que souvent, on lui dit, mais à un moment, si vous voulez être une boîte sérieuse, il va peut-être falloir que vous partiez à Paris. Bah non encore moins. Et je pense que plus ça va et plus on a vraiment possibilité de grandir et de faire de belles boîtes, j'espère, au Havre. Et puis tu le disais, vous avez des salariés qui sont un peu éparpillés partout sur le territoire. Limite même aujourd'hui, on pourrait, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais on pourrait limite se passer de bureau. On s'est posé la question un moment. Après, nous, c'était important d'avoir un point de rencontre. Et on l'a vraiment pensé plutôt comme ça, ce bureau. On a tout le monde qui vient de temps en temps pour passer des moments en équipe au bureau. Et puis, on a quand même... on habite tous pas très loin les uns des autres. C'était important d'avoir quand même un lieu où on peut partager, on peut se retrouver. C'est une colo. Manger ensemble. C'est sympa aussi de se voir. Donc, le bureau, il sert aussi à ça. C'est un peu un lieu de vie. Avant tout. Tu le disais qu'il y avait pas mal de Havrais dans l'équipe, des gens qui ont même quitté leur job à Paris pour venir ici. C'était important pour vous de recruter aussi des gens du cru ? Alors, on s'est beaucoup demandé si on faisait des recrutements en fonction du lieu d'habitation de la personne. On essaye de ne pas le faire. Après, c'est vrai que le fait d'avoir, notamment sur certains métiers, des gens d'ici. Oui, puis des contacts que vous aviez assis avant, voilà. C'est important. Et puis après, on voit qu'on a quand même la chance de recruter aussi, notamment sur nos réseaux. Alors, pas proches, pas le premier cercle. On essaie de ne pas recruter des gens qu'on connaît trop bien.
Mais en tout cas, c'est quand même un milieu qui est plutôt petit où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est vrai que là, on entend beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Ici, ça n'a jamais été le cas. On a toujours eu des super profils assez vite pour tous les postes qu'on a ouverts. Et c'est vrai que c'est souvent lié au fait qu'au Havre, il y a du bouche à oreille qui fait qu'on a toujours trouvé les bonnes personnes. C'était ma prochaine question. Il y a du talent ici ? Au Havre, oui. Je pense qu'il y a vraiment... je pense que comme partout ailleurs, à la rigueur. Mais oui, en tout cas, on a vraiment recruté des gens qui pour nous, sont très, très bons, qu'on n'aurait pas forcément pu recruter ailleurs. Moi, je parlais soit des Havrais qui cherchaient un job avec plus de sens et que du coup, on a eu la chance de pouvoir recruter au début où il y avait quand même un pari à faire. On était une toute petite boîte, on était 2, on faisait nos premiers recrutements. Il y a plein de gens qui ont postulé chez nous. Il y a quand même un bon acte de foi à faire pour se dire je vais quitter mon job en CDI pour rejoindre cette boîte-là. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand même au début, il fallait avoir confiance. Et puis tous ces Parisiens qui ont eu des grosses expériences, tous ces Havrais qui sont partis à Paris, qui ont eu des grosses expériences et qui reviennent, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, ça nous aide aussi à recruter des gens qu'on n'aurait pas forcément pu toucher si on était à Paris, parce que eux, leur critère, c'est de revenir au Havre. Et que, du coup, ça nous permet d'attirer des talents, que ce soit des talents havrais ou des talents d'ailleurs, mais justement parce qu'on est au Havre. Alors, au-delà de ces Havrais qui sont partis, puis qui sont revenus pour venir travailler ici, est-ce que le fait que vous soyez installé au Havre a pu poser problème pour certains candidats ? Oui. On a eu alors à la fois sur des candidats qui ont hésité à postuler et qui n'ont pas postulé parce que c'était basé au Havre et qu'il fallait venir de façon occasionnelle, mais de moins en moins. De moins en moins, parce qu'en fait, la plupart des gens, c'est assez drôle, mais maintenant, ils ne nous voient plus forcément comme une entreprise havraise qu'on était au début, mais maintenant, en tout cas, dans l'écosystème de l'impact, les gens se disent Ipli, c'est une boîte, et la plupart des gens pensent qu'on est une boîte parisienne, d'ailleurs. Même si on communique quand même pas mal sur le fait qu'on est au Havre. Oui, c'est difficile de louper. On essaye, ouais. Mais ça, je pense que ça fait partie de l'ADN. Après, le fait qu'on ait une politique, justement, de pouvoir travailler d'où on veut, ça enlève un petit peu cette barrière-là. Je ne sais pas si ma réponse aurait été la même si on imposait à tout le monde de travailler 100% au Havre, sans aucune possibilité de télétravail. En tout cas, dans notre configuration, il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est vrai qu'au début, on avait beaucoup si on veut faire semblant d'être une vraie boîte, il faut être à Paris. Par exemple, on a été incubé, on a été sélectionné par Station F à Paris. Et nous, on a fait le choix de ne pas y aller, de le faire à distance et jamais aller au bureau. Donc, on a eu des bureaux là-bas, mais on n'y a jamais été. Et souvent, on nous disait, pour les banques, vous feriez mieux de mettre votre adresse à Paris, à Station F, ça fait plus crédible que votre adresse au Havre. On l'a jamais fait. Mais vous n'avez jamais eu de problème par rapport à ça, voilà. Non, mais c'est des choses qu'on nous a dit. C'est assez drôle d'ailleurs. Donc, et c'est des Parisiens qui vous disent ça en plus. Beaucoup des Parisiens, mais même des Havrais. Il y a un complexe aussi de se dire, ça fait plus sérieux à Paris. Et ça nous a toujours donné qu'une envie, c'est de mettre en gros notre adresse au Havre. Donc du coup, on a toujours mis le Havre en premier. Et en même temps, c'est là qu'il y a la boîte, c'est là qu'on habite. C'est une boîte havraise, après avec une vocation nationale et internationale. Mais pour autant, nos pieds, ils sont racines ici, quoi. Attention, question de fond. Oula. À ton avis, quelles sont les qualités et les valeurs que Ipli partage avec la ville du Havre ? C'est dur, hein. Ouais, c'est pas facile, ça. Je pense que dans les valeurs, on a quand même, je pense, dans l'histoire de la ville, un côté un peu résilience. C'est quand même une ville qui s'est fait raser et qui est repartie un peu à zéro. Et de toujours vouloir se reconstruire et se reconstruire dans l'innovation, parce qu'on a l'architecture le montre, une architecture un peu particulière quand même au Havre. Et ça a été permis par la résilience de la ville et par le fait que il faut y aller, autant y aller avec un truc en plus, une originalité en plus et pas lâcher. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, pas mal chez Ipli, où c'est de l'extérieur, on est toujours, mais tout a l'air tout facile pour vous. Dans les faits, dans la vraie vie, ça n'a pas toujours été forcément facile. Et je pense que c'est ce côté, en fait, on lâche pas, ça passe pas par là, ça passera la prochaine fois. Et peut-être qu'il faut repenser un peu différemment le produit, le concept, un peu comme la ville a été pensée un peu différemment. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait son caractère et c'est ce qui fait qu'on l'aime. Mais j'espère qu'Ipli soit un peu la même chose demain.
Le Havre est forcément ville un peu décriée depuis des années. Ça va quand même un petit peu mieux. Ouais, ça va mieux, mais grâce justement à des acteurs comme vous qui faites briller le Havre un peu partout. Donc toi, tu travailles avec beaucoup de partenaires qui sont pas du tout forcément installés au Havre. Est-ce que tu sens que les mentalités autour du Havre sont justement en train de changer ? Je pense que c'est en train de changer, mais pas aussi vite qu'on voudrait. Je trouve que de l'intérieur, on voit une ville qui a vraiment évolué. On voit que les gens qui viennent ici et qui visitent en ressortent avec une image plutôt positive. Nous, c'est un peu notre combat aussi. Quand il y a du monde qui vient nous voir, on va toujours faire en sorte d'aller manger dans des endroits sympas et d'aller faire un tour à la plage. Le guide touristique, oui, c'est mon deuxième job. Ça fait partie du job. Et on fait assez attention à ça. En tout cas, à chaque fois qu'on a des partenaires qui viennent, des clients, des prospects, on fait toujours un peu effectivement les guides touristiques. Mais tu les emmènes à la taverne de paillettes, enfin voilà le truc un peu classique. Mais du coup, voilà, ça fait partie du job, je dirais. Ouais. Mais ça, c'est pour les gens qui viennent. Les gens qui viennent pas forcément. Le côté, mais c'est une ville très industrielle, ou alors, vous savez, mais vous habitez dans le nord. Pour des Parisiens, on n'est pas beaucoup plus au nord quand même. Non. C'est des choses comme ça. Je pense une méconnaissance. Et dans Normandie, à nord, alors ça prête à confusion. Ouais. Mais ils n'ont pas le même problème quand c'est côté Deauville. Hein, mais... Ouais, c'est sûr. Mais après, voilà, c'est une vision un peu, je pense, encore industrielle et grise de la ville qui persiste un peu quand même. Et tu dois recevoir aussi des gens qui ne sont jamais venus avant ici au Havre. Est-ce que justement, tu as des bons retours ? Plutôt, je pense que souvent, ce sont des bonnes surprises. On a même des collaborateurs qu'on a recrutés et qui, du coup, viennent au Havre assez régulièrement et qui, finalement, aiment plutôt bien venir et aiment plutôt bien la ville. À l'exception des Rouennais, parce qu'il y a toujours la guerre entre le Havre et Rouen, mais bon, ça, je pense que c'est un sujet à part. Ils sont pas très objectifs. Forcément objectifs. Ouais. Mais sinon, pour les autres, non, je pense une plutôt bonne surprise. Et on a des partenaires même financiers qui sont venus nous voir en disant mais j'avais pas du tout cette image-là et qui reviennent après avec leur femme ici. Donc, je trouvais ça plutôt chouette. Pour revenir un peu sur ce que vous faites ici et sur ce que tout le monde fait autour de nous ici, qu'est-ce qu'il faut pour être embauché chez Ipli ? Je sais pas comment dire ça, mais qu'est-ce qui vous intéresse chez vos candidats ? Le premier point, c'est le fait de croire en la mission qu'on porte. Ça, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qu'on partage tous ici. Et puis après, alors on est en train de donner des clés pour les futurs candidats, donc prenez quoi. On a 3 postes ouverts d'ailleurs. Mais et après, je pense qu'on fait très attention. On a une vraie culture, notamment du débriefing ici, où je pense qu'on a un niveau d'exigence assez fort. Et ça, on en parle beaucoup en entretien avec les candidats, parce qu'autant sur les réseaux sociaux, tout le monde dit « mais ça a l'air super cool de travailler chez vous ». Oui. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est pour ça que je te pose aussi la question. Et c'est une impression, en tout cas, c'est ce que les gens disent. Parce qu'en fait, c'est l'horreur. En entretien. Et c'est pas du tout l'horreur. Par contre, en parallèle, c'est vrai qu'on en parlait, mais il y a un niveau d'ambition et du coup d'exigence qui est très très fort et qui est partagé par tout le monde, je pense, ici. En tout cas, une envie de bien faire plutôt qu'une exigence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup à travers les rituels qu'on a. Notamment, dès qu'on lance un projet, on fait toujours un débriefing après. C'est une sorte de retour d'expérience dans lequel on se met tous vraiment de façon assez transparente à analyser ce qui s'est passé et comment on peut faire mieux la prochaine fois. Donc c'est toujours dans la bonne ambiance et dans la bienveillance. Alors j'aime plus trop ce mot, mais c'est quand même ce que ça veut dire. Voilà. C'est bienveillant, en tout cas c'est vraiment... on fait très attention à ça, mais il y a toujours cette envie de faire toujours mieux la fois d'après. Et ça, je pense que c'est une qualité qui est importante pour rejoindre l'équipe, pour s'y sentir bien, c'est de se dire, ok, on a bien fait, on fait la fête, mais comment on pourrait faire encore mieux pour faire une plus grosse fête la fois d'après. Est-ce que tu avais managé avant ? Oui. Bon, du coup, ma question n'a plus aucun sens. J'allais demander si c'était pas trop compliqué de manager on va la refaire, mais de manager pour une entreprise à soi. Ça, c'est différent. Ça, j'avais jamais fait, par contre. Voilà. Je crois que j'ai toujours managé dans ma carrière, donc ça faisait 10 ans que j'avais des équipes de 5 à 30 personnes. Mais c'est pas la même chose. Et à la fois la partie management et puis après la partie responsabilité, je pense, des choix qu'on fait, de se dire que voilà, les choix qu'on fait, ils ont un impact sur le quotidien des gens, mais alors sur leur carrière évidemment, mais sur leur quotidien très très largement.
Et quand voilà, l'impact économique aussi. Exactement. Il y a l'impact économique, il y a le fait d'avoir. Moi, je pense que là où j'ai vraiment réalisé, où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est le jour où on a embauché notre première personne, c'est Mylène en CDI. Elle était en CDI dans une autre entreprise, bien installée, c'était confortable. Ouais. Et de me dire, t'as ok, culpabilisé là, un peu. on n'a pas le droit à l'erreur. Quoi. Ouais. Elle t'a fait confiance. Voilà. Et derrière, c'est ça la plus grosse responsabilité. C'est pas tant le management au quotidien, où oui, c'est une responsabilité, mais que j'avais déjà un petit peu appréhendé. Mais là, c'est de se dire, ok, tous les choix qu'on fait, que ça se passe bien ou pas, ils sont un peu sur nos épaules. Et au final, on n'a plus... c'est pratique des fois d'avoir un chef au-dessus de soi en se disant, bon, allez, on va envoyer la balle, ou c'est pas tout à fait ma faute. Et puis personne, toi. Là, c'est toi et c'est toi, quoi. Et le fait d'être à deux, par contre, là, avec Anne-Sophie, je pense que c'est une chance. Ça s'est fait par hasard au début, mais j'ai jamais regretté, et je pense qu'elle partage aussi. Le fait d'être deux, à un moment, et de pouvoir se challenger et être deux aussi à porter le poids sur les épaules, des fois, c'est bien. Avec Anne-Sophie, c'est, tu le disais, aussi une aventure humaine, l'aventure d'une rencontre toutes les deux. Est-ce que ici, le côté humain, voilà, est important? Tu parlais des fêtes, j'imagine que forcément faire la fête avec des gens qu'on aime bien, c'est toujours plus sympa. C'est ça, enfin, et au-delà des fêtes, même quand ça va pas bien, c'est toujours mieux avec des gens qu'on aime bien aussi. On a de la chance, pour l'instant, on est plutôt voilà, sur une phase où, sur les 4 dernières années, ça s'est quand même plutôt bien passé, mais je pense que ça, le fait d'avoir des challenges ensemble et de se remettre en question et d'apprendre et de grandir et de se transformer, parce qu'une équipe à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 15, c'est des changements, il faut faire de la place, il faut recréer une équipe à chaque fois. Et on a de la chance, ça, je pense que c'est la plus grosse des réussites à date, et celle-là, c'est une vraie réussite, c'est d'avoir une équipe qui est quand même très très chouette, avec des super valeurs, qui bosse hyper bien, mais qui est très très sympa et qui s'entend bien. Je pense qu'on a très très peu de problèmes d'équipe, et quand j'entends d'autres entrepreneurs autour de moi, je mesure la chance qu'on a d'avoir une équipe en or. Et puis une autre réussite, c'est qu'il y a beaucoup de femmes ici. Alors ça, c'est malgré nous. Ouais. On a essayé d'avoir une parité. Et pour l'anecdote, quand il y a des talents, peu importe. Hein. C'est ça, mais on voulait quand même que ce soit plutôt voilà, équilibré, homme-femme. Et au début, aucun homme ne postulait. Mais vraiment, les premières années, les premiers mois, on n'avait aucun CV d'homme. Okay. 0. Et donc, on s'est fait accompagner sur le sujet. C'est pas vrai. Ouais. Pour recruter des mecs. Donc, Incroyable. on a pris des copains sur toutes nos premières offres d'emploi. C'est des copains qui posent dans les bureaux pour faire semblant qu'il y a des garçons dans l'équipe. D'accord. Et là, il y a des garçons qui ont postulé. Ah ouais. Okay, donc c'est la preuve que ça a effrayé en fait certains mecs de savoir que c'était... il y avait une majorité de femmes, quoi. Peut-être inconsciemment, mais c'est vrai qu'au début, il y avait 2 fondatrices, donc 2 filles. Après, la première équipe, attention, 6 premières personnes, c'était que des femmes. Ouais. Et donc, on avait 0 CV de garçons. Et donc, voilà. Quand on a commencé à faire poser des garçons sur les photos, on a eu des CV de garçons. Et maintenant, ça va mieux. Ouais. Et preuve qu'il n'y en a pas forcément besoin pour réussir. On va arriver à la fin de ce podcast, Léa. Tu me disais que tu connaissais un petit peu le podcast, mais j'imagine que tu n'as jamais eu le courage, c'est normal parce que c'est des épisodes très longs, d'en écouter un jusqu'à la fin. Je termine toujours par une question, alors assez ouverte. Tu peux répondre comme tu veux, de façon longue ou pas. Cette question, la voici, Léa. Le Havre, pour toi, ça représente quoi ? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. La résilience et l'innovation. C'est les 2 choses qui vraiment me parlent quand je pense au Havre. Et puis après, tout bêtement, c'est la maison, quoi. Moi, c'est toujours l'endroit où j'ai eu envie de revenir. Et la maison. La maison est ici avec ses belles plantes derrière toi, ton jardin. Aussi, oui. Mais la mer surtout. La mer, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on aurait pu. En tout cas, merci beaucoup Léa d'avoir pris du temps pour me recevoir ici. Bravo déjà pour ce que vous faites avec Anne-Sophie et toutes vos équipes ici. On entend pas mal parler de vous en ce moment, mais je suis sûr qu'on va entendre encore parler de vous bientôt. Merci encore et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, à bientôt. Ciao.